partenariat transpacifique est un accord qui a été conclu entre 12 pays en octobre 2015 maintenant. 5 pays d'Amérique, 5 pays d'Asie et 2 pays d'Océanie. Parmi les partenaires les plus importants du PTP, comme on l'appelle communément, on retrouve évidemment les États-Unis, mais aussi le Japon, Singapour, le Mexique. Si on essaie de revenir un peu en arrière, disons qu'on peut retrouver 4 ou 5 facteurs qui permettent d'expliquer les raisons du partenariat transpacifique. Il y a un premier facteur qui est fondamental, c'est que depuis très longtemps déjà, les États-Unis cherchent à obtenir un accord transpacifique, littéralement. On se souviendra le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, dont un des objectifs, c'est d'établir une zone de libre-échange au niveau du Pacifique. Ce projet n'a jamais vraiment vu le jour. Il est là, mais disons que c'est un peu un échec. Un deuxième facteur aussi qui est important, c'est que les États-Unis eux-mêmes, pour prendre une formule qui est devenue courante maintenant, qui est empruntée à Hillary Clinton, les États-Unis ont pivoté vers l'Asie. L'importance de l'Asie aujourd'hui, elle est fondamentale pour les États-Unis, beaucoup moins d'ailleurs que l'Europe actuellement, et certainement du côté des entreprises américaines. Ça fait longtemps que les entreprises américaines ont pris pied en Asie, au détriment d'ailleurs de la LINA, on peut le constater. Il y a un troisième facteur aussi qui est important, c'est l'Asie est une zone évidemment de développement rapide, de bouillonnement, beaucoup d'accords, et beaucoup d'accords justement qui ont été pendant longtemps, qui sont faits en dehors des États-Unis. Et paradoxalement aussi, il ne faut pas perdre de vue que si les États-Unis veulent revenir en Asie, il y a un certain nombre de pays qui souhaitent voir les États-Unis revenir aussi pour faire contrepoids à ces grandes puissances que sont notamment la Chine, mais voire aussi le Japon. Il y a un quatrième facteur aussi que je verrai à ce niveau-là, c'est les changements qui sont intervenus dans l'économie mondiale. L'économie mondiale va très vite. Le commerce électronique, l'Internet, ça n'existait pas quand l'ALENA a été signée. Que ce soit l'APEC, que ce soit le dialogue transatlantique, que ce soit l'ALENA, on a du mal à toucher à des questions comme la réglementation et toutes ces questions transfrontalières. Et enfin, il y a un cinquième facteur qu'il ne faut pas oublier, notamment les pays d'Amérique latine, que ce soit le Chili, les États-Unis, le Mexique, pardon, le Pérou. Ces pays-là ont des problèmes de marché. Ils ont aussi des problèmes de développement. Et l'Asie est un point extrêmement important. Il faut voir cet accord comme un accord, je dirais, extrêmement original, comme un modèle nouveau, d'ailleurs dont le précédent est certainement l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Et on retrouve également cette dimension nouvelle dans l'accord, ou les négociations transatlantiques entre l'UE et les États-Unis. 4 éléments sont fondamentaux. D'abord, je pense qu'il faut oublier l'idée d'intégration. On parle encore beaucoup d'intégration, mais aujourd'hui, ces accords nouveaux, qui sont des méga-accords, qui sont des accords transrégionaux, portent sur l'interconnexion. La globalisation, ou la mondialisation, pour dire en français, elle n'intègre pas, elle connecte. Elle connecte les personnes, elle connecte les entreprises, elle connecte les espaces. Deuxième point aussi qui est fondamental, qui fait l'originalité du partenariat transpacifique, comme de tous ces nouveaux accords, c'est l'idée de mettre en interopérabilité les règles nationales ou régionales. On ne peut pas avoir de l'interconnexion, de la circulation, si on a des obstacles au niveau des règles, des normes, des standards. Il ne s'agit pas d'harmoniser, mais au moins de les rendre interopérables. Et c'est pour ça que les négociations sont très difficiles, parce que chacun a ses standards, ses normes, mais au moins les reconnaître, un peu comme ce qui se passe en Europe, dans le fond, chaque pays européen reconnaît les normes des autres pays européens. Et ça se discute beaucoup dans le partenariat. Troisième élément aussi, la souplesse. Les accords traditionnels sont très rigides. Contrairement à ces accords antérieurs, il y a beaucoup plus de souplesse à cause justement des chaînes de valeur, à cause d'interconnexion. Il faut qu'on puisse avoir des normes plus souples en matière de règles d'origine. Tenir compte des PME, des petites entreprises qui sont un élément clé
clé dans ces chaînes de valeur. Alors qu'au contraire, auparavant, comme l'ALENA, c'est surtout des grandes entreprises. Là, aujourd'hui, c'est plutôt des petites entreprises. C'est également aussi des pays qui ne sont pas du même niveau de développement. Et tout ça, ça ressort dans l'accord. Et enfin, je dirais qu'il y a peut-être aussi un quatrième élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on est passé à une nouvelle étape ou un nouveau mode de négociation des accords. On a eu les accords à la frontière, style classique. On a eu les accords au-delà des frontières, c'est l'ALENA, c'est les accords d'Uruguay. On est aujourd'hui à des accords transfrontières. Dans le schéma, je dirais, des négociations actuelles, le partenariat transpacifique est peut-être, avec le partenariat qui se négocie entre l'ASEAN et les pays d'Asie, peut-être le moins avancé. L'accord UE-Canada est plus avancé et sans doute en termes de négociations, les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne vont aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de problème entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y en a. Il y a des litiges, on peut penser au bœuf, on peut penser à toutes sortes de sujets, mais disons que le commerce, les affaires vont bien, les tarifs douaniers sont très bas, sinon inexistants, on arrive à s'entendre. Donc on peut aller plus loin, ou on veut aller plus loin, et donc là on touche vraiment aux questions réglementaires, aux questions normatives, et c'est ce qui soulève énormément de questions à l'heure actuelle, parce que justement, ça touche au fond des sujets qui sont sensibles, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une montagne. Les pays sont prêts à reconnaître bien des compromis, à accepter, au fond, bien des exceptions, on l'a vu dans l'accord UE-Canada, pour arriver finalement à un résultat. L'important, dans le fond, c'est que les chaînes de valeur puissent fonctionner, qu'ils puissent avoir l'interopérabilité, que par exemple, au niveau de la circulation des diplômes, les diplômes soient reconnus d'un pays à l'autre, ce qui n'est pas évident et ce qui est aujourd'hui extrêmement important.